François Rollin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette émission pour Sirène. Alors, je voulais, avant de commencer, vous lire quelque chose Ah, qui m'a paru un peu suspect. Alors, j'ai lu sur Google que Sylviane Rollin, Nicolas Rollin, Isabelle Rollin étaient tous euh, en deuil puisqu'ils avaient la tristesse de faire part du décès de Monsieur François Rollin. Est-ce que ça va mieux? oui, oui, je n'ai même pratiquement rien senti pendant cet épisode. Du reste, je n'ai pas, à ma connaissance, dans ma famille, de Sylviane, en même temps, il ne faut pas Nicolas, que je parle trop vite de Nicolas Rollin, hein, c'est un ancêtre bien avec un L, hein, là-bas du côté d'Autun. Mais, je n il y a je dans ma famille est quand même suffisamment grande pour qu'il y ait peut-être même un François Rollin, au fin fond du territoire. Mais en tout cas, ça n'est cette fois-là, ce n'est pas moi qui. ça n'est pas vous, ça n'est pas vous. Effectivement, c'était un monsieur, auquel on rend un dernier hommage, qui D'accord, avait oui, donc volontiers. 86 ans et vous n'avez donc pas 86 ans. Non, Vous en avez aujourd'hui 73, oui. c'est ça. Est-ce que vous allez bien? Alors, à quel égard? Est-ce que, vous êtes sur le point de mourir dans le studio là tout de suite? Alors non, je ne pense pas et en même temps, vous touchez un point sensible parce que, pendant de très, très longues années, j'ai été vraiment c'est pas passionnant ce que je vais vous dire, mais bon, ça a touché un petit point sensible. J'ai été hanté par la mort et par l'idée effarante, qui m'effarait en tout cas, que on pouvait mourir, d'un moment à l'autre, hein, c'est une lapalissade et j'étais sidéré et tétanisé par cette idée que vous êtes là plein de vie ou je suis là plein de vie, plein de projets, avec plein de gens qui sont dans la boucle et tout ça. C'est toute une effervescence, c'est toute une machine qui et puis d'un seul coup, d'un seul, pouf, tout peut s'arrêter et cette, idée-là, me donnait le vertige, me créait des angoisses, jusqu'à ce une psychanalyste me disent: «Bon, écoutez, je vais vous dire franchement, vous avez raison. Vous pouvez en effet mourir dans les 10 minutes». Moi aussi, me dit-elle, du reste, hein, je peux. Maintenant qu'on a bien dit ça, maintenant qu'on a bien redit que c'est possible que vous ne soyez pas là demain midi, même que vous ne soyez pas là dans 1 heure, même dans un quart d'heure, c'est possible, le plafond peut tomber dans 10 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait et quelle place on laisse pour la vie? Ou en tout cas, même si vous voulez pas entendre parler de la vie, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on attend en redoutant cette mort imminente. Donc, non, maintenant, je ne pense plus, je ne crois plus que je vais mourir dans un quart d'heure dans ce studio et si d'ailleurs j'avais des raisons objectives et rationnelles de le penser, je chasserais cette pensée parce qu'elle ne sert à rien. Est-ce que aujourd'hui vous considérez que vous avez fait votre vie? Non, non, d'abord, je suis loin d'avoir coché toutes les cases et puis, beaucoup de choses me sont arrivées très tard dans la vie, donc, c'est une raison pour moi d'aller un peu plus loin. Il y a des choses qui sont arrivées tard, mais c'est ma faute. Par exemple, ma dernière fille qui a 4 ans, donc effectivement, elle est arrivée tard et ça fait que ce serait vraiment pas sympa et pas élégant de m'en aller avant qu'elle ait 20 ans. Donc ça veut dire que j'ai signé un pacte avec la destinée pour aller au moins jusqu'à 95 ans. Après si on veut m'en donner un peu plus, pourquoi pas, mais On prend quoi? On prend. oui, oui. Mais en tout cas, non, non, ma vie est pas du tout finie. Je suis frappé aussi du fait que quand j'étais petit garçon, comme dit la chanson de Sardou, quand j'étais petit garçon, un monsieur de mon âge, c'était souvent un vieillard, un grabataire et il était en maison de retraite, il était très rarement autonome et je vois comment, en l'espace d'une vie, la mienne, les choses ont changé vraiment radicalement. C'est-à-dire que maintenant, moi, j'ai des amis, évidemment que j'ai des amis un peu plus vieux que vous, puisque j'ai des amis un peu de mon âge et un peu au-dessus, et des très bons amis qui ont 84 ans, et quand ils parlent, c'est très clair, et ils savent manger, ils savent se faire à manger, ils peuvent sortir dans la... Enfin bref, ils ont une vie quasiment normale, même si ils ont, comme moi, de temps en temps, un peu mal dans l'épaule, oh là là, mais bon, ce n'est rien. Alors là, on précise que vous êtes venu
on peut le dire, aujourd'hui dans un transport, en moto, je sais Oui, pas si on peut le dire ou pas. oui, si on peut le dire, oui. Hem, Vous êtes donc venu, vous avez encore les cheveux, Oui, on voit qu'il fait chaud, je oui, crois. on voit que le casque a plaqué les cheveux et que les cheveux en plus sont trempés de sueur. Alors, j'imagine que c'est pas très beau. De toute façon, je n'aime jamais me voir sur aucun support, même après un fin maquillage au cinéma, je n'aime pas ma tête. Je crois que c'est assez répandu d'ailleurs de ne pas aimer sa tête. Là, j'imagine que j'ai une tête assez qui rappelle un peu Michel Houellebecq. Et au fond, ça n'est pas pour me déplaire parce que c'est un peu dans le. Ça atteste de la sincérité et de l'authenticité de ce que nous faisons. Il n'y a pas de rien dans les mains, rien dans les poches, pas d'artifice. Je suis aussi laid que la nature l'a voulu Et et aussi transpirant que le climat l'exige. le climat, aujourd'hui qui se réchauffe, a priori, Ouais, ouais. si on en croit, ceux qui savent. Est-ce que, l'idée d'une, planète inhabitable et en fait une fin d'espèce pour l'humanité, est-ce que c'est quelque chose qui vous effraie? Non, j'ai eu un moment, il y en a qui ont réussi un peu à me secouer un peu, c'était les collapsologues qui, il y a, 30 ans, ont prédit, avec chiffres à l'appui, études à l'appui, qu'en 2030, l'espèce humaine disparaîtrait, en raison du réchauffement et de la montée des eaux et tout ça. Et bon, on voit que ce catastrophisme n'était pas fondé. Et maintenant, je vois bien qu'il y a un phénomène, je ne suis pas idiot, je crois que tout le monde le voit, à part ceux qui ont vraiment décidé de ne pas le voir, mais tout le monde voit bien qu'il y a un phénomène de cette nature. Mais je suis persuadé, je n'ai rien pour le prouver, ni pour appuyer cette conviction, sauf une espèce d'optimisme. Je suis persuadé que les jeunes générations vont trouver un moyen, vont trouver une parade. C'est-à-dire que c'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y a quelque chose d'épouvantable qui arrive et que on finit par le surmonter. Et avec des outils et des moyens dont les contemporains n'ont pas idée, dont les prédécesseurs n'avaient pas idée. Donc, je sais pas du tout quoi, hein, c'est un rêve, c'est de la science-fiction, mais et si jamais c'était un copain de mon fils ou un copain du fils de mon fils qui inventait une espèce de rayon qui, en allant s'appuyer sur le nuage, voilà. Pourquoi pas? Puisqu'on a inventé les antibiotiques, puisqu'on fait voler plus lourd que l'air, puisque on peut se parler instantanément d'un bout à l'autre de la planète, toutes ces choses qui, pour Léonard de Vinci, étaient une grosse rigolade, une pure rigolade. Et je cite Léonard de Vinci, lui qui était plutôt un peu en avance sur son temps et qui avait prévu pas mal de choses. Il avait donc entrevu l'hélicoptère, mais Internet et l'intelligence artificielle, il les avait même pas vaguement entrevues. Les voilà, elles existent, elles font partie de notre vie, elles feront encore plus partie de la vie de ceux qui arrivent, qui sont moins vieux que moi. Heu et et donc je n'exclus pas que, l'humanité, trouve, des moyens de se défendre contre divers phénomènes. Face au changement climatique, face, au péril international qu'on peut voir au quotidien, on n'a pas forcément envie de faire d'enfants Oui, et qu'on peut passer outre et que c'est pas grave. Est-ce que pour vous, c'est un discours qui est audible? audible, oui, parce que je sais l'entendre, je peux l'entendre et ils ont le droit de le dire. Mais je trouve cette position assez absurde, parce que, il y a des tas de périodes, par exemple, où ça aurait été une bonne idée de ne pas faire d'enfants, mais on ne le savait pas et on en a fait quand même. Donc tous ceux qui ont fait des enfants entre, 1920 et 1930, eh ben, ont fait une énorme connerie puisque ça allait être de la chair à canon, au moment de leurs 20 ans. Ils ne le savaient pas. Donc cette idée qu'il faudrait pas faire d'enfants dans ce monde, bah, elle est basée sur un pronostic qui n'est pas avéré, qui n'est pas certain, heu et en fait, on fait pas tellement des enfants pour, heu
aider le capitalisme de demain à faire marcher l'outil de travail. C'est pas tellement ça l'idée. On les fait, pour soi et parce que notre cerveau reptilien, parce qu'on a quelque chose en soi qui vous le commande, qui vous le suggère très fort et depuis que l'humanité est l'humanité, heu, il y a pas tellement besoin d'une volonté pour faire des enfants. Il y a quelque chose qui y vous il y a un instinct naturel qui vous y conduit et puis, un droit de ne pas en faire, mais très souvent, ce droit de ne pas en faire est utilisé par des gens qui ont des soucis particuliers, et je dis ça sans aucune méchanceté, mais, par exemple, j'ai eu, beaucoup de tendresse pour des amis à moi, qui ont une addiction alcoolique et qui ont dit: Je veux pas faire d'enfants parce que je veux pas faire des enfants d'alcooliques». Alors, bon, oui, bah, je peux pas lui dire: mais si» et en même temps, quelque chose en moi a envie de lui dire: «Ben, alors peut-être transforme cette détermination en une détermination pour arrêter de consommer de l'alcool et puis comme ça tu pourras dire à ton enfant: Tu sais, je suis passé par là, puis c'est vraiment une très, très mauvaise idée, donc tu feras probablement un enfant mieux protégé, des méfaits de l'alcool, que tu ne l'as été toi-même». Donc, ne pas faire d'enfant ne solutionne rien, risque de compromettre quand même votre équilibre et votre bonheur, parce que quand j'entends des trentenaires dire ça, heu c'est d'ailleurs une discussion que j'avais eue dans le passé avec aussi des femmes, notamment des femmes, qui à 25 ans, 30 ans disaient: «Moi je ne veux pas faire d'enfants, ne m'emmerde pas, qu'est-ce que c'est, cette espèce d'injonction à faire des enfants? Je suis pas une poule pondeuse». Et je disais: «Libre à toi, moi je ne veux t'obliger à rien, mais simplement méfie-toi d'une chose, il y a une petite horloge qui tourne et puis il y a un petit truc dans ton cerveau, tu risques d'être un peu rattrapé par ça». Et souvent, elle m'avait quasiment craché à la figure, verbalement. Puis par la suite, bah, en effet, elles ont été rattrapées par ça et je m'en réjouis pour elles parce que je vois par ailleurs, des gens vieillir. C'est le cas notamment de tous mes amis homosexuels parce que l'adoption d'enfants, c'est quand même un truc qui est encore très rare, chez les homosexuels, bah, des vieux homosexuels, des homosexuels de mon âge, je vois souvent chez eux une petite souffrance liée à une espèce de solitude et à une espèce de vanité de l'existence. Voilà, donc moi j'ai de leçons à donner à personne, mais je crois pas que ce soit une position aussi sage qu'elle en a l'air. C'est comme une fausse bonne idée, c'est comme une évidence trompeuse. Le monde va mal, mais et si on le dit pour le réchauffement climatique, alors pourquoi ne pas le dire aussi pour, le côté, belliqueux de l'humanité qui semble, encore plus actif, et surtout depuis que les technologies de l'armement ont progressé. Ben, ça fait longtemps qu'on pourrait dire, «Moi, je fais pas d'enfant dans un monde où il y a de fortes chances qu'il y ait une guerre et si c'est pas à cette porte-là, ce sera à la porte d'à côté». Ben oui, mais là aussi, je répondrais: Ouais, mais alors vous vous condamnez un peu à quelque chose, vous vous punissez pour un mal que vous n'a pour une mauvaise action que vous n'avez pas commise et est-ce que vous n'auriez pas meilleur temps de vous employer à ce que les armes se taisent et que la l'idée de paix revienne mieux, plutôt que de dire: «Bon, ben, moi je démissionne, j'arrête le truc et je fais plus d'enfants». Voilà. Il y a eu dans l'actualité la mort de la petite Liana Mmh. qui a eu lieu, qui a donc été, victime, d'un pédophile, présumé dont on sait qu'il y a eu de nombreuses, alertes. C'est un débat qui a mis dans l'actualité, notamment face, au ministre, Darmanin, des gens qui avaient une parole disant: «Moi, si c'est mon enfant, Je le tue. je le tue». Comment est-ce que vous pourriez réagir? C'est tout l'honneur de l'homme civilisé, depuis Victor Hugo et encore bien avant, de dire, quand on est contre la peine de mort, on est contre la peine de mort par principe, par, c'est un fondement de la pensée humaniste, et ça ne se discute pas, ça ne se négocie pas. Heu, vous me rappelez comme ça, je sais pas si on a le temps de faire des toutes petites, On a tout parenthèse, notre je me temps. rappelle que, Julos Bocarn, le chanteur belge, avait écrit une très belle lettre quand un rôdeur avait tué sa femme. C'est ce qu'il avait de plus cher, parce que je crois bien que Julos n'avait pas d'enfant et il a écrit une lettre de pardon
qui disait, c'était il y a très, très longtemps, hein, c'était il y a 50 ans, et donc qui disait déjà, «Vous n'aurez pas ma haine» ou quelque chose qui s'apparentait à ces slogans-là, et je pense que c'est juste. C'est-à-dire, moi, si vous me tuez mon enfant, heu évidemment que, je vais avoir, une rage, mais d'abord, avant d'avoir la rage, je vais avoir une souffrance épouvantable. C'est vers celle-là que c'est de comment c'est par rapport à cette souffrance que je vais d'abord vous demander à vous de me tendre la main et de m'aider et de me prêter votre épaule. C'est pas tant pour aller, assassiner le coupable, parce qu'assassiner le coupable ne me rendra pas mon enfant. En revanche, peut-être, votre soutien, psychologique, votre amitié, me rendra le monde, plus vivable. Je dis plus vivable parce que je crois qu'il ne l'est plus jamais vraiment quand on a perdu un enfant. C'est ce qui fait aussi que j'ai répondu avec inquiétude, j'ai parlé avec inquiétude de ceux qui disent: «Je voudrais pas avoir d'enfant». C'est une relation tellement forte, inimaginablement forte, donc je évidemment que je serais, détruit, mais je pense que je sais qu'il me restera encore assez d'intelligence, d'humanité, de sens de la civilisation pour dire: «Oui, ben, alors je souhaite que ce bonhomme ne puisse pas recommencer». Je souhaite même, vous allez voir jusqu'où je peux aller dans mes positions de droite. C'est une blague, hein, parce que c'est plus compliqué que ça. Mais je souhaite même qu'il soit en prison à perpétuité, qu'il reparaisse jamais parmi nous, qu'il soit plus jamais dans la rue. Mais mort, quelle, quelle idiotie, quel intérêt. Je suis en train de préparer un bouquin, je suis très en retard, dans lequel je veux parler des 100 personnes qui sont mortes de mon vivant et dont la mort a eu un sens particulier pour moi. Et je sais que parmi celles-là, il y a Saddam Hussein. C'est un des rares qui n'est pas français. Évidemment, vous avez bien compris que je ne le connaissais pas du tout, et c'est simplement les dernières images de Saddam Hussein, juste avant sa pendaison, et qui m'ont frappé, qui m'ont fait mal. Vous voyez ce bonhomme qui était si arrogant, si cruel, un dictateur épouvantable et tout ça. Et là, tout d'un coup, c'est un vieux bonhomme échevelé qui a dû chier dans son froc, comme il arrive à peu près à tous ceux qu'on va exécuter dans les 3 minutes. Et donc, et quand j'ai vu ça, j'ai dit: «Mais qu'est-ce que vous aviez besoin de le tuer? Qu'est-ce que vous aviez besoin de le pendre? Vous l'avez mis hors d'état de nuire, vous l'avez capturé, vous l'avez jugé, vous l'avez à votre main, vous pouvez le garder en prison. Vous pouvez le garder en prison à peu près autant que vous voulez, puisque de toute façon, votre justice, elle le bricole à peu près comme elle veut. Qu'est-ce que vous aviez besoin, sauf à être des primitifs, sauf à être des animaux sauvages, qu'est-ce que vous aviez besoin de le tuer? Et Dieu sait que je ne l'ai pas aimé, ce bonhomme-là. Et même, je pense qu'au plus fort de la guerre du Koweït, j'ai dû même, peut-être même souhaiter sa mort, ce qui n'engage à rien, puisque moi, je peux souhaiter la mort de qui je veux, vu que j'ai pas de pouvoir et je me suis bien gardé d'en avoir, je fais de mal à personne. Et j'ai dû même me dire: «Putain, mais faudrait le là-bas», mais du temps de sa puissance, mais maintenant que vous l'avez mis hors d'état de nuire, maintenant il va plus faire de mal. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi le tuer? Et donc je pense que je dirais ça aussi pour mon enfant. Je vous le dirai avec les yeux inondés de larmes et affalé sur le tapis dans un état de désespoir épouvantable. Heu, mais je vous dirais: «Beh, non, je vous demande, faites en sorte qu'il ne recommence pas, faites en sorte qu'il soit puni, parce pour essayer de dissuader les autres, mais qu'est-ce que vous avez besoin de le tuer? C'est c'est juste barbare, c'est juste rétrograde, ça n'a pas de sens, et c'est sûr que ça n'amène à rien parce que, la peine de mort, je crois que toutes les statistiques l'ont prouvé, n'est pas dissuasive. Tout simplement parce que les gens qui commettent, des crimes de la nature dont on parle là, heu, ne sont pas dans un système de réflexion qui inclut, la loi, les règlements, les conséquences et tout ça. Non, ils sont inconséquents par définition. Donc voilà, c'est, Mmh. Encore plus que déjà, c'est même pas sûr que la prison soit dissuasive. C'est-à-dire que si vous êtes dans une petite bande qui a décidé de braquer une banque, je crois pas que ça fait une et vous êtes c'est vos copains et tout, vous vous chauffez à blanc, c'est votre rêve et puis en plus, vous êtes dans la merde. Bon,
je crois pas que ça fait une grande différence si je viens vous dire: «Bon alors vous risquez si vous êtes pris, vous risquez 10 ans ou non, vous risquez 20 ans». Je crois que ça fait pas une grosse différence. Vous allez dire: «Oui, oui, c'est pas notre problème. On va pas être pris de toute façon». Donc déjà, je crois que la menace de prison n'est pas mais la menace de mort, ne l'est pas non plus, l'est même, encore moins, encore une fois, parce que elle la menace de la peine de mort, elle serait efficace pour moi. Parce que moi, je suis dans un système, cohérent, à peu près cohérent, moralement, intellectuellement, et je suis assez intégré dans le mouvement d'une société dans son ensemble. Mais pour celui et pour l'assassin de la petite Liana, non, bien sûr, ça rentre pas dans son logiciel et vous l'y ferez pas rentrer, même à coup de marteau. Il est déviant, il est malade, profondément malade, donc faut le soigner. Faut le soigner, puis de préférence, pas le soigner quand même dans la clinique du coin, la plus luxueuse du truc. Soignons-le dans un endroit humainement digne, mais sans non plus, des privilèges, exorbitants. Soignons-le, tenons-le à l'écart, mais le tuer ne ramènera pas cette pauvre gosse, ne fera pas de bien à ses parents, et ses parents, s'ils me demandaient, ben, je leur dirais aussi, je leur dirais pas grand-chose parce que je commencerai bien par fermer ma gueule, mais après je leur dirais, moi si j'ai une idée pour vous aider à retrouver un semblant d'envie de vivre, ben, ça passe par non pas le pardon, mais mettre ça de côté, et la compréhension de ce qui s'est passé et non pas par un acte vengeur que vous-même vous allez vous reprocher. Vous allez vous le reprocher parce que quand, le bonhomme aura eu la tête tranchée, vous verrez que votre bien-être, votre, rapport, au monde ne s'améliorera pas et donc vous direz: «Bah, c'est con, alors fallait pas faire ça». Comme j'ai dit: «Non, non, fallait pas prendre Saddam Hussein, fallait le garder entre 4 murs». Et voilà. Est-ce que l'idée qu'on puisse revenir en France à la peine de mort, vous qui êtes contre, vous effraie? M'effrayer, c'est pas tout à fait le mot, mais je pense que, restaurer la peine de mort, ce serait pire qu'un crime, ce serait une connerie monstrueuse, ce serait une offense au bon sens, à la logique, à la compréhension des mécanismes, sociaux et et psychologiques, des individus. C'est pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, c'est-à-dire que non, à vous, ça va faire de l'effet parce que vous n'avez tué personne et vous ne tuerez personne. Mais à celui qui est déjà sur un chemin avec des logiciels qui sont déjà déconnants, déconnectés, bah, lui, ça ne va pas l'influencer, donc c'est idiot de rétablir la peine de mort, ça va ne faire que couler du sang inutilement, voilà et nous ramener vers, la barbarie, vers, la sauvagerie, du Moyen Âge, encore une fois inutilement, sans aucun bénéfice. Donc je crois et par exemple de dire que si la peine de mort n'avait pas été, abolie en 81, c'est ça, c'est 81? Bah, il y a des tas petites filles qui seraient vivantes. Ouais, j'espérerais, j'adorerais que ce fût exact, mais non, c'est évidemment une vue de l'esprit, c'est un calcul biaisé. Non, non, c'est faux et je l'ai dit tout à l'heure, la délinquance et les crimes ne diminuent pas dans les pays où il y a la peine de mort. Je dirais même, encore une fois, je dirais même que peut-être ils augmentent parce que, moi je suis sensible, par exemple, vous savez, je vais vous raconter ma vie dans des détails très intimes. Je me souviens d'un voyage en Islande, il y a longtemps, parce que ça ne serait plus vrai aujourd'hui, l'Islande maintenant est un peu envahie par le tourisme. Dans cette île très singulière et absolument formidable où, il y a une prison dans l'île et on n'arrive même pas à la remplir, même pas à la remplir au quart. Il y a pas de délinquance. Vous laissez votre téléphone sur un table de bar, ce qui est arrivé à un de mes enfants, qui: «Oh là là, mon téléphone» et tout de suite l'accompagnateur ou le guide ou tout ça a dit: «Non, mais ne t'inquiète pas, il va revenir ton téléphone». Et il revient. Il est revenu, en effet, quelqu'un l'a rapporté. Ça ne viendra à l'idée de personne de bon et heu plus encore,
ça m'avait frappé qu'autour des monuments comme la tombe d'Éric le Viking et tout ça, les monuments très forts de ce pays, pas plus qu'autour des geysers ou des sites naturels, fragiles, il n'y avait maintenant il y a un peu plus, mais il n'y avait aucune espèce de protection. Alors j'avais demandé au guide, franco-islandais qui m'accompagnait, j'avais dit: «Mais alors, c'est fou, donc les gens ils peuvent le détruire, n'importe comment, ils risquent rien?» Il m'avait dit: «Oui, mais tu vas voir que le calcul est pas si mauvais, parce que s'il y a des gendarmes partout autour, celui qui détruit un endroit, et ben, au moins il a joué au chat et à la souris avec le gendarme, il n'est pas pris et tout ça, il y a un jeu, tout ça». Et ben, nous, en Islande, il y a pas de jeu. Si tu abîmes un truc, tu restes simplement avec l'idée de: «J'ai dégradé un monument qui appartient à tout le monde, un monument qui représente, quelque chose de la tradition et de la légende nationale, pour rien, comme ça, comme un con». Et c'est je vois bien que quelquefois, le la mansuétude ou même l'absence de surveillance et l'absence de peine, incite un peu des gens à moi, par exemple, j'ai toujours professé, quelque chose et je continue, j'y crois. Je pense qu'il ne faut pas exiger, des gens qu'ils se comportent, qu'ils soient dignes de ma confiance. Il faut leur accorder ma confiance et vous allez voir et j'ai vu qu'ils vont s'empresser de s'en montrer dignes, bien plus qu'ils ne l'auraient fait de leur propre chef. Donc voilà, ces réflexions-là, elles m'amènent aussi à dire que, ben, si à un moment donné, quelqu'un qui s'apprête à commettre une très mauvaise action se trouve non pas en face d'un mur hostile qui lui dit: «On va te punir si on t'attrape» et tout ça, mais juste devant sa conscience, ben, je suis pas sûr que dans ce monde-là, le nombre de fillettes mortes augmente. Encore une fois, c'est quelque chose qui est très difficile à maîtriser puisque ce sont des gens qui sont dans une déroute, dans une, bon, quelquefois sous l'effet de produits divers et puis quelquefois juste sous l'effet de dysfonctionnements, souvent sous l'effet de malheurs qu'ils ont eu eux-mêmes. Bon, mais en tout cas, c'est je ne crois pas que je ne crois pas beaucoup à la sanction. En tout cas, pas dans ce domaine, pas de cette façon-là. Selon François Rollin, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Je suis un humoriste, je suis pas manchot en tant qu'humoriste, je suis pas le mauvais bonhomme, mais enfin, je suis pas non plus, le début du quart d'un prophète, et à peine la moitié, du dixième d'un philosophe. Bon, alors cela étant dit, cela étant précisé, hem, qu'est-ce que je pense qu'il y a après la mort? Ben, rien du tout, et c'est d'ailleurs, au fond, le principal, reproche que je ferais à la mort, c'est qu'elle est le charbon de toutes les religions, puisque toutes les religions ont comme moteur principal l'idée que quand on meurt, il n'y a pas rien du tout après, il y a quelque chose, que ce soit un paradis avec des vierges ou un paradis avec des tigres qui bondissent dans les prairies, vertes, peu importe mais en tout cas qui a quelque chose. Et donc c'est cette idée d'une vie après la mort qui a fondé et qui nourrit les religions, et les religions sont vraiment un facteur de gros, gros, gros merdier dans ce monde. Heu, Là, quand je dis ça, je ne veux empêcher personne de penser comme il veut, mais je parle de toutes les religions, prosélytes, de toutes les religions qui ont décidé que tout le monde devait penser comme elles, ce qui est le cas de toutes les religions. La religion catholique, plus trop en ce moment, elle fait pas la fière, mais quelques siècles en arrière, tout comme l'islam, aujourd'hui, on était dans le même prosélytisme, effréné, bon. Hem, donc c'est ça que je reproche à la mort, mais pour dire, bah, évidemment, moi, qu'est-ce que j'ai d'autre à proposer en face? Ben, rien. Après la mort, il y a rien. C'est vertigineux, on comprend pas. Ben, ouais, je sais. Je croyais pas que ça m'arrange, je croyais pas que ça me fait du bien, hein. Moi aussi, je suis pris de vertige métaphysique. Quand je me regarde à l'échelle des temps, par exemple, je regarde un reportage sur la baie de Saint-Brieuc et je sais que, il y a juste 30 millions d'années, il y avait pas une baie à cet endroit-là, il y avait bon, voilà. Donc
les Alpes n'étaient pas les Alpes. Donc tout ça, à l'échelle géologique, on ne comprend rien à notre vie. On arrive même quand la science avance, on n'arrive pas à comprendre, d'où nous venons, où nous allons et il n'y a qu'un remède qu'on puisse, appliquer à ce vertige, il n'y a qu'un remède, qu'un baume qu'on peut mettre sur cette plaie vive, c'est l'action, c'est faire quelque chose. En plus, éventuellement faire quelque chose avec d'autres et faire quelque chose de bon. En plus, ça peut être encore mieux. Mais en tout cas, faire quelque chose et c'est le même, médicament, qu'on a contre l'angoisse de mort. C'est-à-dire, voilà, ben, quelqu'un qui est complètement dans la spirale de l'angoisse de mort, à un moment donné, proposez-lui une action ou même imposez-la lui, c'est-à-dire tout d'un coup, il y a le feu ici, ou tout d'un coup, son fils est tombé de vélo ici, et vous allez voir que son angoisse va s'envoler simplement parce qu'il va s'activer. Ça, c'est dans la nature des choses, c'est dans notre biologie, c'est pas glorieux, mais c'est comme ça, et il faut en profiter, parce que quand vous pensez à la mort, ça ne vous amène rien d'autre que que du noir à moudre. Heu, donc et si vous pensez à ce qu'il y a après la mort et comment seront les gens après, tout ça, c'est des conversations, heu, qui sont très pénibles à avoir. Alors, moi, je suis partisan de faire ce qu'il faut. Par exemple, il y a pas longtemps, je me suis dit: «Oui, c'est vrai, il faut que je fasse mon testament». C'est une chose qu'il faut faire pour la commodité de ceux qui vous suivront. En revanche, une fois qu'on a dit, qu'on l'a fait, qu'on a bien préparé, et ben, on s'occupe de savoir si il n'y a pas un restaurant qui fait des rognons de veau cuits dans leur graisse, et qui soit ouvert le lundi soir. Voilà. Et là, on est dans l'action et on appelle, Antoine, et on dit: «Allô Antoine, tu serais libre là?» Et voilà. Et la vie reprend le dessus. C'est con, mais on est limité à ça et c'est con, mais quand on est dedans, on oublie que c'est con. Là, par exemple, depuis un moment, j'ai oublié que ce que je fais est vain, que de toute façon rien ne change rien, que le monde court à sa perte, que, l'homme, ne représente qu'une seconde à l'échelle du temps géologique, que toute l'histoire de l'homme tient dans les 10 dernières secondes de l'année, géologique. Ben, ouais, je suis content, je l'ai oublié et j'ai cru que c'était important de répondre à vos questions, je me suis dit: «Ah bah tiens, finalement, il fait quand même relativement frais ici». C'est bête, hein? Ben ouais, ben, je vais mieux que si je m'étais, complaisamment vautré dans la perspective, l'idée de la mort et l'idée de ce qu'il y a après la mort. Ben oui, rien. D'ailleurs, après la mort des chiens, demander je sais pas ce que je n'ai pas eu l'occasion de demander aux gens qui croient à la vie après la mort, mais pour l'homme, mais pour les animaux, non. Le moustique, il a pas une vie après la mort, quoi. Comment c'est possible biologiquement? Si l'homme a une S'il y a une vie pour l'homme après la mort, pourquoi pas pour le rhinocéros? Il y a aucune raison. Génétiquement, il est pas si loin, hein, donc non, bah, non, il y en a pas, c'est bien désolant, mais enfin, raison de plus pour profiter de la vie et pour ne pas penser à ça ni à la mort, ni à l'après, mais pour penser et vivre, maintenant, pleinement, aussi pleinement que possible, comme un épicurien. François Rollin, vous avez aujourd'hui 73 ans. Il vous reste à peu près, 30, 40 ans à vivre, Voilà. en pleine santé. Est-ce que ça vous convient qu'on dise: «Mais oui, c'était le mec, qui faisait des citations en latin et qui pouvait expliquer les trucs, sur scène»? Alors, je vais vous faire une réponse que j'ai déjà un petit peu faite, à mon ami Laurent Baffy dans ces petites séquences-là de qu'il appelle coloscopie. Hem, En réalité, moi, j'exagère, hein, j'exagère pour me donner un genre, mais quand j'exagère comme ça, je dis: «Tout ce qui est la vie professionnelle, je m'en contrefous, je m'en branle». Alors, c'est trop de le dire, mais c'est pour bien me faire comprendre. C'est-à-dire que ça m'intéresse vraiment assez peu par rapport au reste. J'ai dit ça parce que ma première action, quand on dit: «Qu'est-ce que vous voudriez qu'on dise après?» Je repense à cette réponse que j'avais suggérée, cette épitaphe que j'avais suggérée. C'était un chic type, voilà. Et ça me fait penser à une histoire que Roland Topor, c'est pas tout à fait une histoire, une anecdote que Roland Topor, adorait. C'était, un vieux sage, qui, va sans doute,
qui va bientôt mourir et à qui on demande, maintenant que vous avez vraiment une connaissance, une appréhension, une compréhension du monde et de l'univers et tout ça, heu, qu'est-ce que vous diriez qu'il faut faire pour que le monde soit meilleur? Et il avait répondu simplement: «Be a decent man», être un honnête homme. Voilà, c'est-à-dire qu'après toutes les spéculations, toutes les réflexions, au-delà de toutes les circonvolutions et complications, il se disait: «Voilà, on va juste essayer d'être un chic type, à peu près, et c'est à peu près le mieux qu'on puisse faire». C'est largement aussi fort que d'inventer la pénicilline, surtout que la pénicilline relève, je crois, de la sérendipité, donc Fleming a même pas de quoi se vanter tant que ça. Donc j'aimerais bien qu'on dise, ouais, plus ça. C'est-à-dire, alors, je serais content aussi qu'il reste des petits trucs, je sais pas quoi, qu'on dise, comme pour Desproges. Moi, quand j'ai croisé le Pierre Desproges et puis quand j'ai appris sa mort, je savais qu'il savait et je souhaitais qu'il ait raison, que son œuvre, deviendrait même plus, hem, plus lue et plus regardée après sa mort, que sa mort, enrichirait, ses droits d'auteur. Donc je suis pas contre qu'il reste quelque chose. Après tout, ce serait aussi absurde de dire, «Bah, tiens, je monte un restaurant, mais ce qui m'arrangerait, c'est que tout le monde s'en foute». Non, si je monte un restaurant, ça m'arrangerait, je serais plus content d'avoir une étoile ou 2 ou 3. Je serais pas prêt à tuer père et mère pour les avoir, mais je serais plus content. Bon, moi, si, il y a des œuvres, si on peut dire des œuvres ou des sketchs ou des images et tout ça qui restent après moi, je serais plus content, mais c'est pas ça qu'il faut graver sur le marbre de ma tombe. Enfin, ça ne change pas grand-chose. Par contre, si on peut graver «C'est un chic type» et que les gens qui assistent à la cérémonie, je suis pas encore sûr d'autoriser qu'il y ait des gens à la cérémonie, hein, j'y réfléchis en ce moment. Mais si j'autorise des gens, si ceux qui assistent se disent: «Ah oui, c'est vrai, c'est juste ce qui est écrit là, c'était un chic type», je trouve que c'est pas mal, c'est un tour de piste qui est pas trop mal réussi. Il y a des gens qui pourraient penser que vous êtes pas un chic type? Il y a sûrement des gens qui pourraient penser, parce qu'il y a des gens qui pensent tout, mais il ne m'en vient pas, je n'en vois pas. J'espère que les efforts que je fais pour être un chic type, heu et ce qu'on m'a appris à faire comme effort, parce qu'au fond, mes qualités, je me les dois pas beaucoup à moi, je les dois à ceux qui m'ont appris, aux artistes qui m'ont accompagné, aux musiciens, aux romanciers, à mes parents, à mes professeurs, tout ça. Je les dois au reste du monde. À moi, je dois pas grand-chose, un petit peu de ténacité et encore. Mais j'ai perdu mon fil, mais c'est pas grave, je sens qu'il est pas loin et je vais le retrouver. Oui, est-ce que des je n'en vois pas des gens, ah, il doit bien y en avoir, mais franchement, j'ai pas, je crois pas avoir fait beaucoup de mal dans ma vie et le mal que j'ai peut-être fait, j'en ai été désolé, j'en ai demandé pardon ou j'ai pas fait exprès. Alors j'ai jamais tué de chat ou alors, il y a longtemps ou bien j'ai oublié ou il sentait pas bon. Mais je crois pas qu'il y aurait beaucoup de gens parce que j'ai une conscience assez vive et une envie assez vive d'être, fusionnel avec, les gens qui m'entourent. J'ai une envie d'être aimé, non pas, comme une idole, comme une star, non pas à genoux. J'ai envie d'être aimé comme j'aime les gens. Donc, je je crois être attentif, mais si vous avez une information contraire, je suis preneur. Je crois être attentif à ne pas justifier, que quelqu'un, m'en veuille. Alors on peut sûrement jamais tout à fait l'empêcher parce que peut-être bien qu'un jour, j'ai laissé tomber une peau de banane, en sortant de la mosquée de Cordoue et quelqu'un a glissé sur cette peau de banane et donc, au jugement dernier, on dira que j'ai pas été chic pour cette personne qui s'est cassé le coccyx. Mais à ma connaissance, non, je vois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui m'en veuillent. Alors des gens qui m'aiment pas, c'est plus, oui,
qui m'aiment pas, qui aiment pas ma façon de parler, qui me trouvent, péremptoire ou prétentieux ou, comme je suis un peu marqué politiquement, qui ne sont pas d'accord avec, ma façon de voir, avec ma philosophie de la vie, des choses. Ça, oui, mais normalement, ils devraient considérer que je suis quand même un chic type, heu, aussi bien que moi, j'ai envie de croire, j'ai pas beaucoup d'infos, mais j'ai envie de croire que, Jordan Bardella, avec qui je n'ai vraiment aucune affinité, j'ai plutôt envie de croire que c'est un chic type. Alors je suis vraiment très profondément en désaccord sur plein de choses qu'il dit, mais mmh, j'aurais plutôt envie de croire et allez, s'il fallait faire un pari, je dirais: «Oui, je pense que c'est plutôt un chic type», c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a envie de bien faire et se tromper, ça, personne ne peut être, pendu, parce qu'il se trompe. Heu, donc puis voilà, et puis c'est une chose que j'ai dite souvent aussi, je n'ai jamais rencontré, je rêverais, hein, je n'ai jamais rencontré de vrai salaud. Un salaud parfaitement conscient, parfaitement équilibré, parfaitement cynique, qui fait le mal, scientifiquement, qui sait qu'il fait le mal, qui jouit de faire le mal. Non, j'ai rencontré des gens dont l'équilibre, mental, dont le cerveau dysfonctionne, dans l'appareil affectif, dysfonctionne. Des vrais salauds, pas tellement. Donc, j'ai plutôt envie de croire à un monde où, en dehors de pathologies, puisque ce que je viens de citer, ce sont en somme des pathologies, en dehors des pathologies, les gens, ils font de leur mieux. Et j'ai dit ça de temps en temps à des amis comme ça qui se plaignaient, qui disaient, je sais pas quoi, à l'école de mon fils ou l'hôpital qui a traité ma mère et tout ça. Et ils se mettent dans des colères très grandes. Et j'ai dit: «Tu devrais pouvoir t'apaiser avec l'idée que probablement, oui, en effet, des gens se sont trompés, ils ont mal agi, mais ce n'est pas contre toi, c'est les accords Toltec, hein, ne prends rien personnellement, c'est pas contre toi, ils ont fait de leur mieux» et c'était raté, hein, on est bien d'accord, c'était bien raté, mais ils ont fait de leur mieux et moi, je crois que dans le monde où nous vivons, presque tout le monde fait de son mieux. Encore plus dans les périodes de crise et un peu tourmentées comme maintenant. On a un sauve qui peut, mais dans ce sauve qui peut, chacun essaye de se sauver le moins indignement possible, en embarquant, le plus possible de ceux qu'il considère comme ses amis. Donc voilà, donc je je pense que je reçois en retour, quelque chose qui ressemble à ça. Dans, l'histoire de l'humanité, on a, un certain nombre de justes, Socrate, Jésus, Martin Luther King, Gandhi, qui ont voulu faire le bien, qui ont voulu, proposer un message d'amour et de paix. Oui. On les a tous butés. On les a tous Oui, butés. oui. Si vous dites, qu'il y a pas de paradis, est-ce que ça vaut vraiment bien le coup de vouloir, aider son prochain? Il n'y a pas tant de choix. C'est la question de est-ce que ça vaut le coup? Se pose pas tellement parce que vous y êtes conduit par une nature et par un naturel qui est plus fort que vous et que si vous essayez de le chasser, il reviendrait au galop. C'est-à-dire que je crois pas de la même façon que le l'assassin ne mesure pas le risque qu'il y a de se faire couper la tête ou d'aller en prison, de la même façon, Gandhi, n'a pas mesuré le risque qu'il y avait à s'exprimer comme ci ou comme ça, à tel ou tel endroit, en allant jusqu'au bout de telle idée ou tout ça. Il l'a fait, parce que c'était dans sa nature, c'était lui, c'était son chemin de vie et ils se sont tous fait buter, d'accord, mais déjà, vous noterez qu'ils sont tous restés, parmi nous, ils sont tous restés dans nos pensées, ils sont restés à de belles places, dans divers panthéons, sous divers cieux. Hem, donc si, ils ont quand même bien fait et ils ont même le fait qu'ils se soient fait buter prouve encore plus qu'ils ont eu raison de se bouger. Alors je le regrette pour eux et pour leur famille, hein, mais qu'ils ont eu raison de se bouger parce que, heu, ouais, il est encore, fécond le ventre d'où est sorti toutes ces bêtes immondes, donc pas seulement la bête immonde, mais toutes. Donc oui, les détraqués, les fous, les malheureux, les je sais pas quoi, les andouilles, qui font du mal, qui tuent, qui blessent, ben
ils sont là et on l'a dit, les tuer ne sert à rien. Ne rien dire, est pas une très bonne solution, surtout quand on a envie de dire quelque chose. Donc, ben, moi, je leur dis tous, bien joué, ceux que vous avez cités. Je leur dis, bon, ben, bien joué les mecs. Alors, évidemment, ça vous a coûté assez cher, mais je suis quand même bien fier de vous et je sais que vous n'aviez pas vraiment le choix. Donc, mes félicitations, cette limite-là aussi, c'est-à-dire que euh, Lucifer n'a pas décidé d'être Lucifer et, euh, et Martin Luther King était sa générosité, son envie de paix, son antiracisme, son sens de la fraternité le dépassait presque. C'est arrivé en lui, c'est beau, c'est arrivé en lui beau comme une étoile qui brille, mais pas en se disant tiens attends, j'ai trouvé un créneau qui est peut-être pas mal. Je vais dire, j'ai déjà la formule à Yavadrim en tête, mais je vais te dire un truc pour que les blancs et les noirs. Non, il n'a pas fait ce calcul-là. Il a parlé avec son cœur. Et je pense que Gandhi aussi a parlé avec son cœur, a parlé avec son expérience. Et ben finalement, combien de fois il y a des combien de fois il y a des endroits où ça risque d'exploser et il y a quelqu'un qui dit rappelle-toi l'enseignement de Gandhi, rappelle-toi la non-violence, c'est quand même pas mal. Rappelle-toi même aussi pour ceux qui veulent, si on te donne une claque sur une joue, tends l'autre joue. C'est pas con tout ça. Bon, ben, ils ont laissé ça. Moi, j'aurais été pas mécontent d'être ça. Comment est-ce qu'on gère un deuil? On gère un deuil, je vais faire une réponse très drôle, comme on peut. On fait comme on peut. Et quelquefois, on peut peu parce qu'on nous a pas beaucoup appris. Et ça, c'est regrettable. C'est aussi un tournant qui est assez récent dans l'histoire des hommes parce que, il y a encore, un siècle, et des poussières, un siècle et demi, le on était dans les villages, la France était un pays de paysans et dans les petits villages, on voyait les morts, on connaissait les morts, on visitait les morts, on voyait les gens morts et maintenant, il y a tout un de nos compatriotes, qui n'ont vu des cadavres qu'à la télévision. Heu, donc la mort est un truc tout d'un coup, elle est pas dans la réalité. Alors moi, je souhaite pas passer ma vie dans les cimetières et à visiter les chambres froides. On dit pas chambre froide, on dit quoi là, pour la La mort? morgue. Oui. Hem, la mort, fait partie de la vie. Heu, il faut comprendre, se rappeler ce qu'a dit Nietzsche, hein, la vie n'est qu'une variété de la mort et une variété très rare. Donc dans cette toute petite variété de la vie, bah, la mort qui est omniprésente et qui est la loi générale, heu, avant la bon, avant même la pensée de vie, il y a la pensée de mort, la pensée de il y a rien. Heu, bah, il faut, il faut arriver à intégrer ça, quoi. C'est-à-dire, et c'est un long travail d'éducation, d'accompagnement, de lecture, de compréhension, de philosophie. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut que, dès qu'on est petit, on puisse, être formé, mais pas brutalement et pas de manière, traumatisante, à l'idée que oui, la il y a une fin, la vie a une fin. Formé très vite aussi au remède contre l'angoisse que ça procure, ce que j'ai dit tout à l'heure, faire quelque chose, heu, c'est de je repense aux 4 conditions du bonheur, aux 4 conditions nécessaires et suffisantes du bonheur, telles que Edgar Poe les a énumérées et qui sont assez amusantes parce qu'elles recollent un peu à mon idée de faire quelque chose, c'est-à-dire exister, être. Donc lui, il dit: «La vie au grand air». On voit tout de suite ce que ça signifie, hein. C'est pas, s'asseoir près d'une poubelle dans Paris à fumer des cigarettes. Ça veut dire, bouger son corps, être, faire partie intégrante de la nature, faire quelque chose, sauter au-dessus de la rivière et tout ça. Ensuite, il dit, l'amour d'un être. Donc là, ça je ne l'avais pas inclus,
C'est très important quand il dit l'amour d'un être, Edgar Poe, il dit pas si c'est quelqu'un que vous aimez ou qui vous aime et il dit pas si c'est quelqu'un ou si c'est un animal. Donc c'est plus large que ça. Donc l'amour d'un être, c'est la 2e condition. Heu, Vous pouvez éventuellement celle-là peut ne pas, être accessible pour vous, bon, peut-être votre capacité d'aimer ou votre amabilité, n'est pas suffisante. Enfin bon, c'est quand même rare et c'est bien souvent qu'on arrive à la 3e, condition nécessaire et suffisante du bonheur, c'est le renoncement à toute idée de pouvoir. Ça, c'est un truc que j'ai adoré quand je l'ai lu parce que j'avais déjà décidé avant, dès l'âge de 18 ans, j'ai décidé que je n'aurais jamais aucun pouvoir. J'ai décidé de renoncer à toute idée, toute perspective de pouvoir, comme à quelque chose de dégoûtant, comme à quelque chose de sale et je suis très content et je confirme mon choix des années après et enfin, la création, dit Edgar Poe et là encore, il ne précise pas si c'est la création de l'Archère du temps perdu en 26 tomes excellent ou d'une tour Eiffel en allumettes. C'est quelque chose que j'ai fait qui n'existait pas avant moi, sans moi et qui donne un peu de sens et qui s'apparente à ce que je disais tout à l'heure, c'est faire quelque chose. Pour oublier qu'on va mourir, faire quelque chose. Donc celui qui est en train de peindre, même mal, avec un pinceau même pourri et des couleurs même pas appropriées, un pommier qui ressemble même pas à un pommier, il va mieux que celui qui est en train de penser, à la mort. Vous avez 5 enfants, je Oui, pense. Ce sont des œuvres? non, les enfants, ce sont pas des œuvres, Dieu merci. Hem, pa Il y a cette idée de la vie qui se perpétue et qui permet de prolonger après la mort son existence? oui, mais c'est pas un projet, c'est un projet que le Saint-Esprit, qui n'existe pas est venu mettre dans ma tête. C'est un truc qui est je pense, hein, c'est un truc qui est inscrit en moi, qui me dépasse. Alors moi, en plus, il se trouve que ce que j'adore le plus dans la vie, ce qui m'a procuré le plus de joie dans la vie, c'est les bébés. Mais les tout petits bébés, c'est les bébés dans les premiers mois. C'est pour moi, c'est, toute la richesse du monde, tient dans les quelques semaines des nouveau-nés. Bon, mais sinon un enfant n'est pas une œuvre parce que ça supposerait que, je pygmalionne, tous mes enfants et que c'est moi qui les fais qui or je pense que justement non, les enfants, je l'ai fait parce que, c'est dans mon instinct et dans ma nature, de les faire et de me reproduire. Je maîtrise pas tout à fait. Une fois qu'on sait ça, je le fais le mieux possible et le mieux possible, c'est leur donner le maximum d'outils, en ma possession qui permettent d'être heureux, essayer de leur transmettre, mais en aucun cas de n'avoir un projet à leur place. Donc si on disait que c'est une œuvre, ça voudrait dire moi, je vais vous dire: «Vous savez ce que j'ai fait, cher ami? Bah, de mon premier fils, j'ai fait un pianiste. De ma grande fille, j'ai fait une chirurgienne, spécialisée dans le genou et la cheville». Ben, non, si si pourquoi pas? J'ai rien contre aucun de ces 2 métiers, mais c'est d'ailleurs, faire faire une œuvre, ce serait, dire qu'on leur a assigné un métier, puis même qu'on leur a assigné, un tempérament. Moi, non, je veux rien de tout ça. C'est je veux qu'ils vivent pleinement leur liberté, le mieux possible et donc je leur fournis mon devoir, mon envie est de leur fournir les meilleurs outils possibles pour être heureux. Comme moi, j'ai souhaité, et j'en aurais bien pris même un coup de plus, des bons outils pour apprendre à être pas trop malheureux. Heu, mais ce n'est pas du tout une œuvre et ils ne me doivent rien et voilà, je pense que un le père de Rodin ne peut pas dire, «Vous avez vu, j'ai créé un beau sculpteur». Non, non, tu as fait un enfant. Apparemment, tu l'as élevé dans un état de paix qui a permis à sa créativité de voilà, bon. Mais tu as pas fait une œuvre, non, non. Mais j'ai créé, pour ceux qui voulaient quand même m'avoir, une formule qui s'appelle la roue libre et qui est une improvisation, vraiment mais phénoménale, une improvisation totale. C'est-à-dire que je monte sur scène avec la promesse que je tiens de ne dire que des choses que je n'ai jamais dites avant et que je ne redirai jamais après
et cette promesse, je la tiens. J'ai dû faire, 30, ou 40 roues libres, depuis 2017 et pas une, n'est superposable à l'autre. Heu, donc je suis vraiment dans l'improvisation et ça pendant le temps qui vous convient. Si vous êtes organisateur, vous me demandez 40 minutes, je vous fais 40 minutes et si vous me demandez, 2 heures, je vous fais 2 heures. La plupart demandent 1 heure et demie, aux alentours d'1 heure et demie, parce que c'est un peu le format comme ça d'un spectacle et moi, je monte sur scène en ayant eu soin de ne rien préparer dans ma tête, rien, et d'être là donc totalement dans le vide, dans ce vertige absolu et je commence à vous parler et je précise quand même souvent, dans une formulation qui n'est pas fixée, mais l'idée est là, que je ne vais pas regarder ma montre parce que si je regarde ma montre, je vais me dire: «Oh là là, ça fait que 10 minutes que je parle», heu et puis ça risque de créer une espèce de panique et d'urgence, qui est malvenue, qui ne sert à rien. Donc je dis: «Je ne regarderai pas, je vais comme vous parler, vous dire ce qui me passe par la tête et je regarderai ma montre quand je me dirai: "Je pense que là, on a à peu près rempli le contrat"». Et il est arrivé à peu près à chaque fois que quand j'ai l'impression dans mon corps que ça fait à peu près 1 h 25 qu'on se parle, ça fait en fait 2 heures. Mais c'est pas grave parce que les gens en redemandent. C'est à ce moment-là, je dis: «Est-ce que bon, bah, ça y est, on a fait le boulot, qu'est-ce qu'on fait? On se quitte maintenant ou on finit en beauté?» Il dit: «Ouais, on finit». Alors c'est une performance, je m'en fous de passer pour un vantard. Tous ceux qui l'ont tous ceux qui l'ont vu, heu, ont été stupéfaits. C'est une chose que je suis le seul, en Europe à savoir faire. Heu C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'improvisateurs qui ont beaucoup de talent, mais ils travaillent sur des thèmes, ils travaillent sur des ficelles, ils travaillent sur des trucs. Mais prendre ce risque-là, le risque total, il y a absolument que moi, qui suis capable de le faire. Et justement, c'est amusant parce que régulièrement, il faut que je dépasse l'idée préconçue qui est que je vais avoir 10 minutes de choses à dire, mais au bout de 10 minutes, je non, ben, j'ai confiance, j'ai pas peur et je me dis: «Non, non, ça va aller» et ici, je me suis pas dit ça, mais j'ai vu aussi que peut-être vous l'avez remarqué et je l'ai remarqué, à mon corps défendant, quand vous mettez une pièce dans le bastringue, parce qu'au début, je me dis: «Oui, bon, ben, moi, je vais essayer de répondre à ces questions». Puis dans 10 minutes, il va me dire: «Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour, hein, en plus, vous connaissez pas grand-chose, mon vieux». Et non, vous mettez une pièce dans le bastringue et puis finalement, la parole vient, elle vient pas trop mal, elle s'articule pas trop mal. Je crois que c'est pas trop con ce que je dis et je sens pas le temps passer. Alors, quand vous me dites: «Ah, est-ce qu'on continue un peu?» Je me dis: «Oui, on peut continuer un peu parce que après tout, il y a là quelque chose qui proprement me dépasse». C'est-à-dire, je suis quand quand vous me lancez, il se passe quelque chose dans mon cerveau qui fait que je ne souffre plus déjà de l'angoisse de mort et que, heu, j'ai plus de choses à dire que je n'imaginais en avoir à dire. Alors, après il faut trier, hein, parce qu'elles ne sont pas forcément très importantes. Il y a des choses que je dois dire de temps en temps, des lieux communs ou, reprendre parce que ça en interview, ça n'est pas interdit, redire une chose que j'ai déjà eu dite, au journal, Le Matin de Paris, il y a 35 ans. Mais c'est amusant ce mécanisme qui fait que alors moi je passe, dans la vie privée pour quelqu'un d'assez taciturne et ça me va très bien. Mon père était taciturne et je trouve ça admirable, je trouve ça magnifique. Mais bon, c'est pour moi comme un jeu et presque comme un sport. C'est-à-dire, «Tiens, et si on faisait une petite partie de parler?» Bon, bah, ouais, d'accord. On pendant combien de temps on joue? Bah, je sais pas, on joue puis on verra bien qu'on est fatigué, on va pas donner un temps, précis. Heu, alors encore une fois, hein, je ce serait merveilleux que je sois une intelligence supérieure et que j'ai la même capacité à me livrer à un micro. Donc là, c'est pas, il y a à boire et à manger. Quand on dit à boire et à manger, d'ailleurs, je ne sais pas lequel est en mauvais pris en mauvaise part. Je pense que c'est plutôt à boire, mais en même temps, ou alors peut-être il ne faut rien prendre en mauvaise part, ça veut dire,
il y a du rouge et il y a du jaune. Bon, en tout cas, voilà, je veux bien croire que dans ce que je dis, il y a des choses qui sont, contestables, tout ça, mais en même temps, voilà, le jeu que vous m'avez proposé n'est pas de dire au monde, la vérité. C'est, de parler de moi un peu et en essayant, tout en parlant de moi, peut-être de faire un peu de bien, heu, à des, heu, à des gens. J'ai vu, ce matin sur Instagram, j'ai découvert une petite pastille d'un gars, un beau jeune gars, un black. Est-ce que pourquoi précises-tu que c'est un black? Je sais pas, parce que c'est c'est un black qui dit, «Je voudrais vous faire connaître l'humoriste le plus génial de tous les temps», un truc comme ça. C'est François Rollin et à à l'appui de ce compliment, énorme, il passe une petite séquence que j'ai écrite il y a, 35 ans et où c'était une petite pastille de professeur Rollin, mais qui n'était pas dans Palace, qui était dans le truc et qui il disait que j'étais dans un bistrot et j'entends quelqu'un qui dit: «Je vous encule tous» et que cette formule n'est pas grammaticalement correcte, puisque ça supposerait que l'action est en cours, ce qui n'est pas donc il passait ce petit sketch et bah, ça me touche parce qu'on ne fait pas des choses avec l'idée que ça serve, mais quand on apprend que ça sert, heu, ouais, c'est réconfortant. Heu, je sais plus à propos de quoi je disais ça, mais oui, que si je dis voilà, peut-être, quand je parle aujourd'hui, par exemple, quand j'ai fait les spectacles éphémères, c'est-à-dire que j'ai fait 10 créations, totales créations en une saison, éphémère comme François-Maurice Rollin et comme éphémère, il y en avait une, par exemple, qui était sur Victor Hugo et un jour à Condom, dans le Gers, heu, je sais pas s'il faut dire le Gers, mais moi je m'en fiche, même s'il faut, je préfère dire le Gers. J'ai croisé un type qui m'a dit, «Ma vie a changé quand j'ai vu», il a vu quelque part sur YouTube ou je sais pas, des extraits de ce spectacle. Il dit: «Vous avez changé ma vie» et je l'ai appris avec, Jacques Brel et je l'ai appris dans le contact personnel avec Georges Moustaki. Il faut, savoir, remercier de ça et reconnaître et accepter ça surtout. Brel avait dit, «Le problème, la difficulté, c'est pas de faire des compliments, c'est de les recevoir» et et voilà et c'est pour ça qu'à Condon, j'ai pas dit: «Ah ce gars-là, non mais bon, enfin, qu'est-ce que vous rêvez? C'est un spectacle que j'ai fait comme ça». Non, non. J'ai dit: je me réjouis et ça a changé votre vie en bien, ben, j'en suis content et ça me rend, heureux» et Moustaki, lui, me disait j'étais très, très intime avec, Joseph Moustaki, un poète, chanteur et métèque et il disait: «Dès qu'on chante pour plus de 10 personnes, on est déjà dans le malentendu» et il disait pas ça pour ne pas chanter, il disait ça parce que une chanson, les chansons qu'il chantait, il sentait que ça elle lui échappe et qu'à un moment donné, des gens venaient le remercier, dire: Vous avez c'est vous qui c'est grâce à vous que j'ai rencontré la femme de ma vie». Puis il lui dit: «Mais non, on peut pas dire que c'est grâce à moi. Si, si, c'est grâce à vous parce que, on passait la chanson, Ma solitude». Bon et donc effectivement, on fait du bien sans le savoir et quand des gens viennent vous dire, heu: «Vous m'avez fait du bien», il faut savoir dire d'abord, «C'est pas par hasard, je l'ai un petit peu voulu, c'était un peu le projet et puis, je suis content que vous me le disiez et je me réjouis de vous avoir fait du bien». Donc je dis ça pour dire si, dans cet entretien, et s'il y a quelqu'un qui entend, voit quelques mots, quelques phrases, quelques bribes et qui lui, améliore la vie et ben, ouais, c'est toujours ça de prix, c'est pas mal. Vous êtes arrivé, alors là, je vais briser le secret, des dieux. Vous êtes arrivé en sueur, en moto, vous avez enlevé vos chaussures pour être Oui, le plus à l'aise possible, on ne se connaissait pas. non. Donc c'était d'un jean-foutisme absolu. Ah oui, Et vous m'avez dit, je vous ai demandé: «Est-ce que vous voulez un mouchoir pour vous essuyer le front?» Non plus, non plus. Le monde devait savoir, il fait le chaud. réel, qu'il fait chaud, que le monde se réchauffe et que François Rollin sera comme il est au quotidien, Mmh, ne cachera rien, mmh. sera nu. Est-ce que vous pensez que justement ça fait du bien aux gens
de voir des gens réels qui, en même temps, peut-être leur offrent un peu plus. Et ben, j'espère. J'espère que ça, que c'est un bon croc en jambe à l'effarante société du spectacle, dénoncée par, Guy Debord. Qui n'a pas dit que des choses formidables, Guy Debord, donc attention, ce n'est pas non plus un prophète, mais oui, il a vu avant tout le monde quelque chose de très fort sur la société du spectacle, qui impose qu'à tout moment, on soit apprêté, maquillé, qu'on ait préparé ce qu'on va dire, où on va le dire, quelle gueule on aura pour le dire, comment on sera habillé pour le dire, et qui est donc une société du mensonge. Parce que le spectacle, c'est le simulacre, c'est le mensonge. Heu, Pas des mensonges méchants, mais c'est du mensonge. Et donc finalement, moi, très, très souvent, quand on m'a interviewé, on m'a proposé, de choisir comment je m'habille, le cadre et tout ça, et on m'a proposé aussi de choisir les questions ou de me donner les questions, que je puisse pré-rédiger les réponses. Ben oui, mais ça, oui, c'est du spectacle, mais c'est fait pour faire quoi alors? C'est fait pour faire, c'est une industrie, c'est pour gagner du fric et tout ça, mais non, c'est moi, mon envie, si j'ai 1 heure et demie à donner, c'est pour essayer de donner quelque chose à mes contemporains, ou à ceux qui me suivront, qui leur fasse du bien. Voilà, c'est le principal intérêt. Donc j'ai pas de raison de me maquiller et de m'apprêter et de truquer et de tricher et de faire semblant. Donc voilà, je pense même, je trouve, votre question est forte. Heu Je n'aurais pas pensé à le dire, mais je pense que ça dit quelque chose sur mon intention et qu'en effet, il y a des gens qui pourront dire qui diront même probablement: «Eh oui, je l'ai entendu dire ça l'autre fou là et je me suis dit: "C'est vrai aussi, pourquoi on se prépare toujours et tout, on fait pourquoi on fait tant d'efforts alors que quelquefois, ce qui nous est le plus demandé, c'est de la sincérité, c'est de l'humanité, c'est des choses, toutes simples, c'est une main tendue et pas forcément une main avec les ongles peints en bleu et rouge pour indiquer que et tout ça à 1 heure et avec une musique et donc pas en permanence du spectacle, quelquefois juste, de l'humanité, de l'humanité intime, c'est-à-dire, l'humanité toute nue, voilà, on dit comme ça. Je sais que on peut même on peut même, on peut me faire ce reproche aussi. Quelquefois, je suis un peu bord cadre justement, effectivement, j'arrive, je suis même mal peigné, mal rasé, mal habillé, bon, mais bon, bah, j'en ai pris mon parti aussi parce que je me dis: «C'est quand même aussi cette chose-là que je veux dire». Comme quand je reçois des gens à la maison, heu, ben je trouve que c'est pas juste si je m'habille en fonction d'eux, si j'ai tout pensé, que je suis là, alors attendez, il y a bien les cas non, à un moment donné, venez, entre, étrangers ou entre amis dans ma maison, sois le bienvenu, embrassons-nous, parlons, vivons et puis, le reste, suivra, l'intendant suivra, comme disait Napoléon et le reste viendra par surcroît, comme dit l'Évangile. Ne préparons pas tout, le préparons juste la rencontre humaine. Préparons l'échange, préparons, ce moment de partage, mais ne nous occupons pas de la place exacte des olives et des verres à champagne. Je suis pas très content que Finkielkraut, il s'occupe pas de ses poils dans les oreilles et de ses poils du nez. Heu, je dis: «C'est Alain, tu es quand même un mec vraiment intelligent et cultivé. Je trouve que tu es un penseur qui m'a apporté des choses précieuses. Tu pas obligé de te clochardiser, d'avoir l'air d'un professeur tournesol, à la masse. Donc tu nous dois quand même un tout bon et moi je me le dis à moi-même ou même on me le dit à moi-même quand j'ai oublié de me le dire, heu, être, être un peu cérébral sur les bords ne doit pas interdire aussi de se présenter convenablement. Il y a quelque chose aussi de courtois, de poli dans le donc je je ne j'essaye pas de vendre la vieillesse. Heu, la vieillesse, je vais vous dire un truc, c'est un petit poil comme la mort, c'est-à-dire que c'est inéluctable. Heu, on peut pas faire grand-chose. On peut
en atténuer juste un peu les effets et surtout, on peut essayer de pas trop y penser et c'est ce qui vous rend le plus jeune. Je crois que c'est mon ami Jean-Louis Chifflet, dans un bouquin qu'il a écrit, je crois dans La dernière marche, il dit ça ou il cite, Confucius qui dit ça, quoi, que le meilleur moyen de vieillir, c'est de penser à vieillir, quoi. C'est d'être constamment préoccupé de ça. Heu et en effet, quand j'étais gosse, j'entendais, des vieux messieurs qui parlaient que de ça, de l'âge et de ça. «Puis tu sais, oh tu verras quand» bah, c'est ça qui vous rend vieux. Maintenant, moi, je peux pas ne pas être vieux, mais je peux être un peu moins vieux que mon âge et je peux, installer des rapports avec les gens qui fassent qu'ils ne me ressentent pas principalement et essentiellement comme un vieux. Donc je ne je ne tourne pas autour de cette idée de vieillesse. De temps en temps, en plus par coquetterie, peut-être pas des jours comme aujourd'hui quand il fait chaud et que j'ai porté le casque de moto pendant 1 heure, mais heu, je sur un tournage de film ou je demande à des gens: «Quel âge tu me donnes?» Ils ont la gentillesse de me donner moins que l'état civil. Heu, donc ça, je trouve ça pas mal. Donc je je ne cherche pas à ni à cacher, ni à étaler ma vieillesse, ni à donner une autre façon de la gérer que de l'ignorer, aussi superbement qu'il est possible. Vous avez donc une enfant de 4 ans. Oui, Il y a un moment donné, votre fille, elle va, comprendre la mort. Combien de temps mon papa va oui, être là? oui. Est-ce que c'est une discussion qui vous fait peur? Non, je suis prêt. La discussion a même déjà un petit peu commencé. Heu, Elle commence à savoir, à comprendre qu'elle a un papa qui manifestement est plus vieux que les papas de ses copines à l'école, heu, que la preuve, c'est que son papa, quelquefois, les autres papas l'appellent, «ton papy». Bah, non, c'est pas mon papy, son papy à ma fille, il est mort, hein. Donc c'est mon papa. Donc on a déjà parlé de ça et pour l'instant, je ne souhaite pas trop lui indiquer ce que c'est que l'espérance de vie, hem, parce qu'en plus, il faudra préciser qu'une fois qu'on a dit l'espérance de vie, on n'a rien dit parce que, on doit avoir une espérance de vie, je vois les hommes de 78 ans, mais il y en a qui meurent à 32 et il y en a qui meurent à 104. Même plus, Morin n'est pas le champion, toute catégorie. Hem, donc elle saura que, elle pourra à un moment donné, oui, faire une évaluation, mais elle continuera de ne connaître que pas plus que moi, ni le jour ni l'heure et elle saura qu'effectivement, il est vraiment très probable, ma chérie chouchoute, que quand tu auras 50 ans, papa sera plus là. Mais alors ça, c'est une autre chose et là, je vous réponds aussi avec un truc très intime qui a été dit quand j'ai, croisé dans ma vie, en tournant un film, un type pour qui j'avais une admiration immense et mais qui s'est noué tout de suite une très grande sympathie, c'était Jean-Yann et il venait enfin, il avait fait, 6 ou 7 pardon, 6 ou 7 ans auparavant, son gamin et il savait que tout le monde disait: «Ben, dis donc, voilà, vous faites un gamin». Et moi, je m'étais dit dans ma tête, en parlant avec ce bonhomme, en le voyant comme ça, il était beau, ben, mieux vaut être, l'enfant de Jean-Yann pendant 20 ans que l'enfant d'un sale con pendant 80 ans. Donc c'est c'est sûrement un peu limité comme réflexion, mais ben, voilà, j'ai la faiblesse de penser que, heu, si je fais gaffe comme il faut, que je vais bien dans l'espérance de vie qui est à peu près raisonnable, c'est-à-dire mourir quelques années plus tard que mon père. Mon père a été à 90, allez, je peux aller à 95. Bon, bah, c'est sûr, ma fille aura, 23 ans. Heu, donc oui, c'est tôt, mais on se sera bien éclaté, on aura passé 23 ans magnifiques. Heu, bon, alors, puis voilà, puis alors, de toute façon, une fois que j'ai,
décidé avec ma femme de faire un enfant. Quand on a décidé de faire un enfant, on savait bien que c'est rare de faire un enfant à cet âge-là. Pour moi, pas pour elle, elle est tout à fait dans la norme. Mais, on le savait, j'ai mesuré le risque et puis j'assume et j'espère pouvoir vous dire en partant, ça veut dire, en passant la dernière porte pour aller dans l'autre monde qui n'existe pas, vous dire: «Eh ben, tu vois?» Voilà. Merci beaucoup François Rollin pour cette émission pour Sirène. On a fait 1h20 d'émission sur le thème de la mort, comme Chouette. je vous avais demandé. Chouette, voilà, c'est le mot pour la mort. Oui, Merci beaucoup et à bientôt. d'accord. Ciao.